Bon, alors, je repars de là et ensuite je vais compléter pour vous le schéma du graphe du désir. J'insiste beaucoup sur cette structure parce que ça nous permet de repérer toutes les instances qu'on approche à partir de l'enseignement de Lacan concernant le sujet. Hein. Et aujourd'hui, je vais le compléter par le haut, essayer de vous le détailler. Et je pense que les prochaines fois, je sauterai la période de la topologie de la bande de Mébus, provisoirement, pour aborder la question des quatre discours. Comment ça s'est construit, parce que ça, c'est une introduction à la topologie, hein, plutôt à la théorie des quatre discours, et après, avec la topologie de la bande de Mébus, on reviendra un peu en arrière. Donc, je fais un cheminement comme ça chez Lacan, parce que ça a une continuité de cette façon-là. Hein. Alors, bon, vous vous rappelez bien que la dernière fois, ici, je vous avais indiqué qu'il s'agissait du montage de la pulsion, cette espèce de courbe qui était comme ça, hein, qui faisait qu'au départ, pour Lacan, il y avait un sujet de la demande ou un sujet du besoin. Hein, le chasseur qui a besoin d'aller trouver du gibier pour pouvoir nourrir sa famille ou sa tribu, et qui, en rencontrant des traces de l'animal, allait dans le sens des flèches pour aller chercher et tuer l'animal qui est chassé. Alors que chez les animaux, au contraire, quand les animaux rencontrent des traces, ils vont plutôt du côté du nid, parce qu'ils savent que leur adversaire n'est plus là et qu'ils vont pouvoir prendre les petits. Hein. Ça, c'est une façon de dire que Lacan, en fait, sa construction, c'est que la nature, alors on ne sait pas ce que c'est que la nature, hein, mais enfin bon, on pose des lettres dans la nature, comme ça, petit à petit, on l'aborde par le biais de certains algorithmes qui permettent de tenir un discours logique qui est cohérent et compréhensible, qui est de l'échange entre nous. Hein. Ce n'est pas toujours dans l'intuition. Par exemple, une question posée par Lacan, est-ce que le reflet d'une montagne sur un lac est là depuis toujours? Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Est-ce que vous pourriez y répondre, hein? Ça dépend de la lumière. Bon, ça dépend de la lumière. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Parce qu'en fin de compte, hein, c'est pas du tout évident que le reflet de la montagne existe en dehors des hommes. Hein. Les animaux, apparemment, ça ne les intéresse pas. Hein. Ils ne contemplent pas le reflet de la montagne dans le lac. Hein. C'est vrai, ça. Hein. Alors donc, on voit comment Lacan, il utilise cette fabrication de lettres petit à petit pour donner justement une représentation audible pour les êtres et pour qu'on puisse parler de la chose dont on parle. Hein. Alors, ici, je vous avais rappelé qu'il y avait au départ c'était comme ça, mais qu'à un moment donné, justement, le sujet va venir ici, et dans ce premier étage, vous avez 4 termes importants. Vous avez le grand autre, lieu du trésor des signifiants, comme ça, qui était rejoint, et qui répondait à l'origine, il donnait une signification aux traces, hein, représentées par exemple par effectivement les petits de l'animal ou des choses comme ça. Et que le moi se constituait en rapport justement avec la signification. Autrement dit, comme dans le miroir, je l'avais expliqué, l'enfant qui est devant le miroir, en fait, l'adulte lui parle, lui dit c'est toi qui es dans le miroir, c'est ton image, tu es comme ça. Hein. Et donc les parents, on les identifie à la place du grand autre, qui est le miroir et qui, en fonction de son inclinaison, permet à l'enfant de saisir qui il est. Hein. Tu es cela, tu es cela. En plus, en français, ça a une fonction un petit peu où ça rappelle que tu es. Hein. C'est-à-dire que le signifiant, quelque part, il mortifie le sujet humain. On est mortifié par le signifiant et d'une certaine façon, nous sommes des animaux malades.
Parce que les animaux ne sont pas malades. Ils ont autre chose. Mais nous, on est malades du fait qu'on est des êtres de langage. C'est ça qui nous rend malades. Alors, à partir de là, j'avais dit que bon, ça c'est constitué, je pense que vous êtes d'accord avec ça, on était arrivé sur ce schéma qui est la suite du stade du miroir, donc je vous avais suffisamment évoqué les choses, hein, comment le sujet s'aperçoit dans le miroir plan, qui est ici, s'aperçoit de son image. Hein, et comment ça fonctionne, ça s'installe. Le corps de l'enfant, les fleurs, les désirs des parents qui constituent un enfant comme désiré, et c'est là-dessus qu'il se constitue comme sujet. Ça avait donné ce fameux quadrangle qu'on avait développé ici, là justement, qui montre comment le rapport du sujet à l'autre se fait dans le sens que, au fond, son message lui parvient de l'autre, dans le miroir, sous une forme inversée. Hein. Tu es cela, et lui, il va falloir qu'il dise un jour « je suis cela ». Et je suis, justement, c'est une grande question pour la psychanalyse, parce que le « je » majuscule est imprononçable. Hein. On ne peut pas dire « je ». Au fond, le sujet du verbe, ce n'est pas le sujet dont on parle. Vous voyez, évidemment, il faut aussi faire la distinction entre ce que Lacan appelle le sujet représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Et vous voyez que dans cette formule que Lacan utilise sans arrêt, le sujet, on ne peut pas le saisir, puisqu'il est figé dans un signifiant qu'il représente pour un autre qui ne le représente pas. Hein? Vous voyez que donc, la problématique du sujet est très complexe. Le fameux « je » ne peut pas se prononcer. Alors il y a une très belle phrase de Lacan dans le subversion de dialectique du sujet, dans la subversion du sujet dans la dialectique du désir. Parce que ce schéma du graphe du désir, il a été construit par Lacan en 1958. 1958. Il y avait un texte à l'origine dont on ne dispose pas, parce que celui qui est publié dans les écrits en 1966 a été réécrit. On n'a pas le texte originaire, ou du moins on l'a dans les collections de l'école c'est l'école de psychanalyse, l'école lacanienne de Paris, l'ELP. Celui-là, on a le texte originaire. Donc Lacan a réécrit dans ses écrits des textes qui ont été tout le temps parlés. Lacan a toujours parlé. Tous les textes, à part quelques-uns qu'il a écrits vers la fin, ce sont des textes qui ont été d'abord parlés, comme le stade du miroir. La première intervention qu'il a fait publiquement dans le milieu analytique, c'est à Marienbad. Il a parlé du stade du miroir, il a voulu introduire cette histoire, et puis au bout de 10 minutes, Ernest Joss lui a coupé la parole. Vous voyez, c'est des choses qui se pratiquent très couramment dans les milieux analytiques. Quand on ne veut pas que quelqu'un parle, on coupe le micro, comme ça, personne ne l'entend. Ça se pratiquait. Donc Lacan, furieux, a quitté le colloque, et puis il est allé à Berlin voir ce qui était en train de se passer. C'était en 1936, hein, avec les Jeux Olympiques. Il est allé prendre la mesure de ce qui était en train de se passer là-bas. Alors, ce stade du miroir, il l'a réintroduit, lui, dans un écrit, justement, je crois que c'est en 48, je crois, très tardivement. Et le texte que vous avez dans les écrits est un texte réécrit sur la mouture première dont on n'a jamais disposé. Alors, maintenant, le graphe du désir, c'est la même procédure. Donc, je pars de cette histoire-là et je suis là. Voilà, pour l'instant, je suis là. Après, je vous le développerai. Vous le voyez ou pas, là? Ça se voit? C'est difficile à voir. Vous ne voyez pas, vous? Rapprochez-vous, là. Vous n'êtes pas bien, là. Je ne vous vois pas, alors, comme ça. Je l'ai fait en petit parce que, voilà, vous voyez ici, c'est une écriture un peu bizarre, mais vous voyez ici qu'il y a le sujet divisé qui s'adresse ici, après je vous l'expliquerai ce truc-là, qui s'adresse à l'autre, qui fait une demande à l'autre.
Et la demande de l'autre lui est signifiée ici. Ça prend une signification. Qu'est-ce que tu veux? Mais au fond, quand il s'adresse à l'autre, l'autre lui demande qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Alors, que veux-tu? Maintenant, je vais commencer à le construire. Je vais prendre des feutres qui sont un peu plus grands. Donc ça, c'est la petite cellule que j'ai construite la dernière fois. Elle est ici. Hein. On va la détailler, bien sûr. Alors donc, l'autre, qu'est-ce que fait l'autre? Ben, il lui demande « Que veux-tu » hein? C'est ça qu'il lui demande. Puisqu'il lui fait une demande « Que veux-tu » Et le « Que veux-tu » signifie bien qu'il nomme le désir du sujet et que cette nomination lui vient de l'autre. C'est pour ça que Lacan peut dire que le désir du sujet, c'est le désir de l'autre, avec un grand A, hein, c'est-à-dire l'autre des signifiants. Parce que ça peut être aussi le désir du petit autre, en tant que c'est un autre partenaire. Hein. On peut se plier au désir des autres, alors que le fondement de tout désir, c'est le désir de l'autre qui nous vient d'ailleurs, qui nous vient du symbolique. Donc, Lacan place ici un terme qui s'appelle le désir, il le met comme ça. Est-ce que ça se voit avec ces crayons-là? Oui, oui. Non, hein? Ça se voit mal? Si, ça se voit. Mais Ça se voit avec la d'accord. caméra, ça se voit? Oui, ça se voit. Bon. Et là-dessus, évidemment, vont apparaître une divergence de deux flèches, comme ça. Voilà. Ici. Et ici. Hein? Donc le désir, le point de désir est là, mais le désir, il est dans les deux. Hein? Il se situe dans l'intervalle des deux vecteurs. Donc un vecteur lui demande « Que veux-tu » Donc il lui assigne une place de sujet, ici. Ça se voit, ça c'est... J'ai l'impression que c'est pas assez gros. Si, ça se voit bien. Hein? On voit très bien. Si ça se voit, bon. Et il lui assigne aussi l'existence d'un objet. Hein. Que veux-tu? Tu veux quelque chose particulièrement. Et on a ici l'objet petit a. Voilà, voilà ce que ça donne dans l'interrogation qui part de l'autre. Je vais le remettre en plus gros, il est ici, mais on le voit ici. Hein. Et puis, j'avais aussi avancé qu'au-delà de l'autre, il s'agit du surmoi. Alors, le surmoi, c'est une instance que les psychanalystes ont du mal à saisir, parce qu'il est précédé par l'impératif catégorique de Kant, hein, qui, au fond, confond le désir avec le surmoi. Le surmoi, c'est pas le désir, c'est quelque chose qui s'impose dans un discours. Autrement dit, quand vous êtes confronté avec un discours que vous ne connaissez pas, eh ben, vous ne savez pas vous situer. Hein? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de ne pas faire ça? Et ça, c'est un truc qui panique. Et plus vous entrez dans le registre de ce truc-là, et plus vous êtes pris. Hein? Plus ça devient de plus en plus obscène et féroce. C'est ça le truc du surmoi. Alors, le surmoi, pour Lacan, c'est une définition relativement précise, c'est tout ce qui du discours n'est pas intégré dans la subjectivité du sujet. On va dire ça comme ça. Hein. Tout ce qui ne comprend pas lui devient obscène et féroce. Et ça nous arrive tout le temps. Hein. Vous grillez un feu rouge, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous faites une connerie, comment les juges vont... Vous ne payez pas vos impôts, ou bien vous ne faites pas votre déclaration d'impôt au bon moment, les impôts vous envoient une lettre assez saignante déjà, hein, avec une punition en plus, puisqu'ils vous disent vous devez tant, donc 10%. Tout ça montre ce que c'est que cette instance, qui est une instance inquiétante pour un sujet, hein, mais qui l'accompagne toute la vie. C'est très difficile de se débarrasser de cette affaire-là.
parce que vous ne comprenez pas tous les discours qui s'adressent à vous. Hein. Alors petit à petit dans la vie, on finit par maîtriser un peu la chose. Il y a des choses où on ne va plus, quoi. Hein, on n'y va plus parce que c'est trop compliqué. Et on s'accommode de ça. Et alors vous voyez que le lien maintenant entre le sujet barré, c'est-à-dire le sujet du signifiant, hein, sujet du signifiant représenté par un signifiant, alors le sujet il est là, par un signifiant, pour un autre signifiant qui ne le représente pas, mais dont il est, lui, comme objet, il est le déchet du discours. Vous êtes le déchet d'un discours sur ce qui se passe dans le monde, et c'est vrai que c'est comme ça qu'on est traité par les discours. Hein. Regardez bien un peu comment ça se passe, les choses de la vie courante à tous les niveaux. On est régulièrement ramené à n'être que des objets complètement abétis, quoi. On était des déchets, quoi. On est traité comme des déchets. Hein. On s'adresse à nous très souvent comme étant des déchets. Hein. Comme ça que politiquement, c'est comme ça qu'on nous parle. Hein. On nous parle tout le temps comme ça. Dans les situations de ce qui se passe actuellement, c'est quand même inquiétant. Enfin, je ne vais pas m'y mettre au niveau de la politique, mais enfin, bon, ça fait question. Hein. Sauf en période de guerre, parce que là, c'est autre chose. Enfin, alors donc, il y a un rapport entre l'objet et le sujet que Lacan écrit d'une façon que, vous voyez, c'est ce fameux petit losange qu'il met là, mais en fait, ce petit losange, ce sont deux velles. Ça veut dire que le sujet, il est à la fois plus petit que l'objet, et en même temps, il est plus grand, vous voyez? Et donc, c'est ça qui donne le losange, ça se lit comme ça. Il est à la fois... il recouvre l'objet, et en même temps, il est bousculé de sa position, il est pris comme déchet. C'est comme ça que c'est pour ça que le fantasme s'écrit comme ça. Hein. C'est un rapport du sujet à l'objet qui est en fait une phrase. Hein. Je suis, par exemple, je suis psychanalyste. Tout le monde rigole. Surtout quand vous le dites dans certains lieux, je suis psychanalyste. Alors là, ça commence à rigoler. Et dans les milieux analytiques, c'est encore plus difficile de dire qu'on est psychanalyste parce que personne ne vous croit. C'est bien connu que vous n'êtes jamais reconnu dans les milieux analytiques, sauf quelques-uns qui arrivent à surnager parce qu'ils sont en position de pouvoir ou on ne sait pas trop comment ça se passe. Enfin, ça se passe quand même comme ça. Hein. Quand on voit l'histoire du mouvement analytique, et tout spécialement, parce que quand Lacan était tout seul, quand il y avait l'enseignement de Lacan, étant donné le festival que c'était à chaque séminaire, il y a toujours du nouveau, tout le temps c'était nouveau. On pensait avoir saisi 3-4 trucs et la fois suivante c'était encore autre chose. Ça n'arrêtait pas. Donc il était mis en position de grand hôte. Il le dit d'ailleurs. Il a voulu être grand hôte malgré la loi. C'est-à-dire que quelque part, il a assumé cette position. Mais il l'a assumé dans son rapport à Freud. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il s'est collé à Freud, hein, et il a dit qu'il procédait avec Freud, nous procédons deux par deux dans un autre supposé. Donc il a eu besoin du couplage avec Freud, qu'il est allé chercher pendant toute sa vie dans ses textes, mais en allemand, alors qu'il ne parlait pas l'allemand. Il arrivait à écrire un petit peu des choses pour pouvoir avancer comme ça. C'est quelque chose de nouveau, cela. Quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois dans la psychanalyse, c'est que, alors que les êtres humains, on leur disait que finalement, il le répète lui aussi, que tout est livré à la fortune chez l'être parlant, là, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit avec la psychanalyse, puisque les sujets procèdent deux par deux, dans un autre supposé, et que quelque part, si un sujet, dans la cure, peut repérer les amarres signifiantes de son désir, eh ben, il peut changer le cours de son destin. Alors que dans la philosophie, non, vous êtes assigné définitivement. Et il y a une petite phrase de Freud à la fin de la science des rêves, l'interprétation des rêves, où, d'abord,
Freud dit que tout ce qu'il écrit dans ce bouquin, ça n'existe nulle part ailleurs, qu'il a lu toute la littérature, tout ce qui a été écrit sur le rêve, et que ce qu'il est en train de dire du rêve, il est le seul à le dire, c'est du nouveau, il est quand même assez gonflé quand même, hein. Et puis effectivement, il livre ses rêves, et il lâche une petite phrase, pratiquement à la dernière page de ce volume qui était publié en 1900, en disant que le désir est indestructible. Toujours le même, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, voilà, avec petite flèche, vous avez la vie ici, vous avez la mort qui vous attend, et votre vie, toute votre vie sera crayonnée de rencontres contingentes, mais que le désir derrière tout ça sera toujours le même. C'est que c'est quand même un drôle de truc, hein, drôle de truc de dire une chose pareille. Hein. Ça veut dire que mais dans la cure, grâce à ces repérages, effectivement, ben, vous pouvez changer un peu le cours de votre histoire, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez toucher au sens, aux significations que vous rencontrez, pour les prendre d'une autre façon, qui font que vous affrontez les choses de la vie d'une façon un peu différente. Quoi. Alors Lacan, il va dire que la mort, c'est du chiquet. Moi, je veux bien, mais enfin quand même, reconnaître que la mort, c'est du chiquet, c'est dur à entendre. Hein. Voilà. Bon, alors, cette histoire du fantasme, il est écrit comme ça, il va falloir qu'il le déplie en plus, ce truc-là. D'où ça vient, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, chez le névrosé, alors c'est ça, on va commencer à étudier ça chez le névrosé. Chez le névrosé, le fantasme fonctionne comme la demande. C'est quand même très curieux, c'est-à-dire fonctionne comme la pulsion, puisque vous voyez, ça c'est l'origine de la pulsion, le début du graphe. C'est-à-dire que dans la névrose, par exemple, le fantasme, ici, fonctionne comme la pulsion. Ça c'est l'écriture de la pulsion, vous voyez. Il y a une confusion entre la demande et les signifiants de l'autre. Et vous savez très bien que dans la demande, quand vous demandez, vous êtes mal à l'aise, puisque quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, ben, vous êtes dépendant de la réponse qu'il va vous faire. Hein, et puis il faudra peut-être des fois vous en contenter. Alors effectivement, Lacan, il dit que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut demander jusqu'à plus soif, quoi. Il ne faut pas hésiter à demander tout le temps. Et c'est un peu comme ça qu'il était. Il faut demander, parce que la réponse de l'autre n'est jamais satisfaisante. Donc il faut continuer à demander, et puis pas le lâcher, quoi, en gros. C'est ça que ça veut dire. Alors, maintenant on va aller un peu plus loin. On va commencer avec le graphe, je vais le développer. Donc là, ce cheminement est comme ça. Et effectivement, la courbe, elle continue à monter. Hein. Voilà, avec la place du désir qui est ici. Je l'avais mis là, mais je peux le mettre là, c'est pas grave. Qui est en rapport avec le fantasme, lequel est en rapport avec le désir. C'est-à-dire que dans le fantasme, il y a toujours sous-jacent le désir qui est là. Et donc vous ne pouvez aborder le désir, qui est indicible, que par le biais du développement de votre fantasme. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est ça dans la cure. Dans la cure, on vous demande de dire ce qui vous vient à l'esprit. On ne vous demande pas de dire n'importe quoi, justement. Hein, puisque justement, dans la cure analytique, fait en sorte que vous découvrez que tout ce que vous dites, ce n'est pas n'importe quoi. Hein, et que l'analyste, il a à intervenir sur des points clés du discours de l'analysant pour bien lui montrer que je ne te l'ai pas fait dire, ce que tu es en train de dire, je ne te l'ai pas fait dire, c'est toi qui es en train de le dire sur toi-même. Tu es en train de parler de toi-même comme d'un sujet qui ne sait pas quel est son désir et qui ne sait pas qu'il est un simple objet, ou même qui ne sait pas quels sont les objets qu'il veut. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Et c'est un enchaînement logique implacable. Implacable, ça c'est clair. C'est très important parce que
curieusement, les manifestations de l'inconscient dans l'histoire, depuis toujours elles existent. Les hommes ont toujours eu affaire à ce que Freud appelle la psychopathologie de la vie quotidienne. C'est-à-dire, on fait des lapsus, on a des symptômes, on a un certain... On fait des histoires, on se trompe d'objets, enfin tout le temps, et depuis toujours. Donc, Freud n'a pas inventé l'inconscient. Il a toujours été là. C'est deux structures que l'homme a un inconscient, c'est-à-dire de son rapport à l'entrée dans le langage, qui détermine chez lui quelque chose de l'ordre de l'inconscient, qui est le refoulement originaire, comme l'appelle Freud, lequel n'est jamais levé. Ça, c'est très important. Alors, cette histoire dans l'analyse, justement, l'analyse permet petit à petit de dégager les chaînes signifiantes dans lesquelles le sujet est pris pour pouvoir petit à petit diriger sa vie d'une façon un petit peu différente ou un peu plus satisfaisante. Alors voilà, ici ça passe ici. Et pourquoi? Alors, voilà, ici. Là, j'ai la chaîne signifiante qui va dans ce sens, hein. Le début du graphe, qui va dans ce sens-là. Les signifiants qui vont dans ce sens. Et en haut, ça continue comme ça, et ça débouche sur ce que Lacan appelle S de grand tabaret, ici. Hein? Oui. Alors, il ne faut pas que je me trompe, oui, S de grand tabaret. Alors, comment ça se lit, S de grand tabaret? S de grand tabaret, ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose qui manque dans l'autre, c'est-à-dire que l'autre, le grand autre, qui était là comme trésor du signifiant, en réalité, c'est un trou. C'est un trou, justement. Et c'est quoi comme trou? C'est un trou que fait le signifiant dans le réel, comme le petit enfant à la plage qui fait des trous dans le sable. Ça, c'est une référence de comment s'appelle ce philosophe là? Bon, enfin, peu importe. Sartre. Il fait des petits trous. Les enfants, ils font des trous à la plage. Et c'est une façon de vérifier que le rapport au réel se constitue toujours de trous qu'on fait dedans. Comme ça que ça se dit. Alors, S de grand tabaret, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il y a le phallus à cet endroit-là. S de grand tabaret, ça veut dire quoi? Que le jeu de la psychanalyse est impossible à dire. Alors, Lacan a une phrase absolument fabuleuse pour dire ça. Il dit « Je suis à la place d'où se vocifère que la jouissance est un défaut dans le non-être. » C'est magnifique comme phrase, ça. Hein. Quelque part, quelque chose de la jouissance est un défaut dans le non-être. Autrement dit, la jouissance est quelque chose d'une anomalie. Alors, Freud plaçait la jouissance du côté du mal. Il disait la jouissance, c'est un mal parce que ça comporte toujours le mal du prochain. Et vous voyez les rapports entre le maître et l'esclave, comment l'esclave, il est dévolu à la jouissance, il faut qu'il travaille, il est prisonnier, et lui, il a affaire avec le savoir de la jouissance. Il sait des choses. C'est pour ça qu'on le prend comme esclave. Ceux qui savent rien faire, à l'occasion d'une rencontre armée entre deux peuples, sont liquidés. On garde ceux qui ont un savoir et qu'on transforme en esclaves. Platon était un esclave, hein. C'était pas un maître, c'était un esclave. Et il écrivait, il produisait des choses, mais c'était comme ça. Alors, l'impossible à dire, suis à la place d'où se vocifère que la jouissance est un défaut dans le non-être. Et effectivement, Lacan, là, est en train d'entrer dans quelque chose, c'est à partir de subversion du désir, il est en train d'entrer dans les catégories de la jouissance. Parce que pour Freud, la jouissance est un mal et elle est toujours tamponnée par le principe de plaisir. Le principe de plaisir, c'est un truc qui veut dire le moins de jouissance possible. Parce que quand on jouit, c'est douloureux. C'est plaisant, mais c'est douloureux et c'est sans fond. Bon, alors il y a toute
ces catégories de jouissance qu'il va développer, que je ne vais pas prendre tout de suite, mais qui viendront petit à petit et qu'on verra comment ça se noue chez Lacan, comment il arrive là-dessus. Et effectivement, Lacan, dans son séminaire de l'éthique, un jour introduit un petit objet qui est en fait un anneau. Comme ça, qui est un anneau. Alors, essayez de voir que c'est un anneau, ça, comme ça. Et vous voyez qu'il y a un trou au milieu, et que ce trou, il communique avec l'intérieur et avec l'extérieur. Vous voyez, il n'y a pas d'intérieur à l'anneau. La vie du sujet du désir, elle est là-dessus. Donc, on fait des petites boucles. Quand on fait des demandes, on fait des petites boucles comme ça. On fait demande. On demande toujours la même chose d'ailleurs. Il faut remarquer que vous demandez toujours la même chose. Et quelles que soient les variations de votre demande, vous demandez toujours la même chose, c'est-à-dire d'avoir l'objet de satisfaction, en gros. Vous ne demandez pas qu'on vous torture, ça commence déjà avec la perversion, on vous demande qu'on vous traite bien, c'est ça que ça veut dire. Et ça circonscrit justement cette place centrale là, qui serait la jouissance du réel. Alors la jouissance du réel, c'est difficile à comprendre, mais par exemple, on peut donner un exemple de la jouissance du réel, c'est la vie. On ne sait pas ce que c'est que la vie, mais on jouit de la vie. Or, Dieu sait s'il y a des gens dont la vie n'est pas très jouissive. Hein. Elle peut même être très douloureuse, mais enfin, c'est quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, pour l'instant, je laisse de côté la topologie, mais c'est déjà dans l'éthique de la psychanalyse, séminaire numéro 7. Il l'a déjà mis, mais il ne l'a pas encore exploré. Il n'a pas encore exploré qu'il y a différentes modalités de jouissance. Hein? Alors, effectivement, cette S de grand tabaret, là, le manque dans l'autre, il rétroagit sur le fantasme. Donc le fantasme, il a une coordonnée par rapport à un point de désir et au désir, et par rapport à un manque. Le désir est toujours manque de quelque chose. S'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de désir. C'est clair et net. Donc c'est vrai que vous êtes toujours manquant, toujours en... Alors Lacan, il dit un truc, il dit que, par exemple, les animaux mangent tout le temps pour ne pas jouir de la faim. C'est quand même marrant, hein. Nous, on sait ce que c'est que la faim, quand même, malgré tout. Pas beaucoup, mais on sait que la faim, c'est pas... on peut avoir une satiété un petit peu, quand même. Les animaux, ils mangent tout le temps pour ne pas jouir de la faim. Hein? C'est pas vrai? Ah, ils mangent pas tout le temps. Hein? Ils mangent pas tout le temps, les animaux. Ils mangent tout le temps, les animaux. Observez-les. Les chiens, ils mangent pas tout le temps parce qu'on leur donne à manger. Hein? Ils mangent pas tout le temps parce qu'on leur donne à manger. Hein? Si on leur donnait pas à manger, ils mangent. Regardez les vaches normandes. Ah oui. Elles mangent tout le temps, et puis quand elles ont le ventre plein, elles s'arrêtent et elles regardent passer les trains. Hein? En ruminant. C'est ça que ça veut dire. Hein? Un chien, il est tout le temps à chercher à bouffer, un chien. Passe son temps à chercher à bouffer ou à baiser. Ça, c'est vrai que c'est une autre histoire. Je ne vais pas vous la raconter, c'est l'histoire du paradis. Vous connaissez l'histoire du paradis avec les chiens? Je vais vous la raconter, la blague. C'est-à-dire qu'un jour, ils sont tous au paradis, et puis un jour, il y a quelqu'un qui a pété. Enfin, ça pense que c'est un chien. Un chien a pété. Alors Dieu, il veut absolument savoir qui a pété au paradis. Et alors, effectivement, depuis toujours, vous savez comment est le comportement des chiens, ils cherchent celui qui a pété, ils continuent, les chiens, à chercher celui qui a pété. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à faire ce que vous savez entre eux. Hein. Il faut savoir ça. On dit des bêtises, mais en même temps, c'est tellement dans le tissu de la vie courante, c'est comme ça. Alors, du coup, le fantasme, lui, va rétroagir à partir de là sur la signification de l'autre. Hein? C'est-à-dire qu'on vous assigne une place, mais vous êtes porté par un désir qui se situe et qui se repère au niveau du fantasme, un désir qui apparaît dans une demande éventuellement, ou qui apparaît dans un objet qui cause votre désir. Alors, c'est l'histoire dans le banquet, par exemple.
Vous savez que c'est une réunion de toutes les personnalités intelligentes de la Grèce de l'époque. Il y a le tragédien, il y a le médecin, il y a toute cette ribambelle de gens. Et Lacan, il fait un commentaire du banquet. C'est dans le séminaire du transfert, il faut aller lire ça parce que c'est un drôle. C'est un drôle. Alors, il raconte comment... alors, il y a l'amour sublime, quoi, celui qui accepte de mourir pour que le partenaire reste en vie. Alors déjà, tout le monde éclate de rire, bien sûr. Il y a l'amour médecin. Alors l'amour médecin, c'est l'amour modéré, quoi. Il faut aimer, mais pas trop. C'est comme on nous dit, il faut pas trop manger parce que c'est pas bon, mais il faut manger quand même. Il faut faire du sport, mais pas trop. Il faut prendre du plaisir, mais pas trop. Il faut baiser, d'accord, mais pas trop non plus, ou pas du tout. Enfin, toutes ces séries de trucs. L'amour médecin. Il y a le comique qui s'appelle... je ne sais plus son nom, celui-là. Bon, ça va me revenir. Le comique, lui... tout le fait rigoler, quoi. En gros, tout le fait rigoler. Alors il invente un mythe qui s'appelle l'animal à deux dos, l'androgyne originaire qui est en fait constitué il a deux dos et puis il est très prétentieux, il est toujours sur la scène, il se montre et tout, et Dieu, Zeus pour le punir, le coupe en deux, lui tourne la tête, comme ça il ne voit pas ses organes sexuels, il ne peut pas les voir, hein, et puis il passe sa vie à essayer de trouver le partenaire qui pourrait lui coller, donc il ne se retrouve jamais. Hein. Comment il s'appelle déjà celui-là? Vous vous souvenez pas de ce personnage-là, hein? Et puis, bon, je dis ça parce que dans le banquet arrive Alcibiade. Alors dans ce banquet, ils sont tous, chacun à leur tour prennent la parole, et puis arrive Alcibiade. Alors Alcibiade, lui, c'est le grand guerrier, le playboy, le mec complètement, il est ivre-mort, il rentre dans le banquet, il n'a pas été invité, il s'installe à table, et puis il s'aperçoit qu'il y a Socrate à côté de lui, alors il est un peu paniqué, et il raconte à tout le monde, d'une façon absolument obscène, son rapport à Socrate, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est fou amoureux de Socrate, il dit « j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai dormi avec lui dans son lit, il m'a jamais touché, et j'ai fait tout ce qu'il fallait parce que je voulais devenir son amant ou son chéri, quoi. » Et alors, les gens sont un peu scandalisés, et Socrate lui dit « écoute, tais-toi », ça le gêne un peu de penser que l'autre raconte ce qui s'est passé entre eux, et ce qui ne s'est pas passé, quoi. Et puis à un moment donné, effectivement, Socrate lui dit, quand il va prendre la parole, il lui dit « occupe-toi de ton désir ». Alors vous savez, Alcibiade, c'était un sacré personnage, très connu, très célèbre. Il passait son temps à passer dans les camps adverses et à revenir. Et il engrossait toutes les reines et les princesses des pays qu'il traversait, comme ça. Ce personnage que Lacan décrit comme étant l'homme du désir. Le désir, c'est ça. C'est une bête féroce qui fait absolument n'importe quoi, uniquement pour réaliser son désir. Il y a des gens comme ça, hein, dans la vie courante. Hein. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour réaliser leur désir, et ils font des catastrophes. C'est comme dans les vies, dans les choses comme ça. Alors, s'occuper de son désir, lui, il est un peu estomaqué, et en fait, à la fin, il s'en va avec Agathon. Agathon, le banquet avait été fait pour Agathon qui venait gagner le concours de la tragédie, et il s'en va avec Agathon. Hein. Ou plutôt non, il ne s'en va pas avec Agathon, je suis désolé, je me trompe. Lacan lui dit au fond, ce que tu es en train de dire, ça s'adresse à Agathon. Et en fait, Agathon, qui a gagné le grand prix de la tragédie, s'en va avec le riche, en fait. Voilà, c'est ça. Il s'en va avec le riche. Il préfère aller avec le riche qu'avec Alcibiade. Alors tout ça, je vous dis ça parce que c'est un texte très intéressant. Alors, bon, retentissement du fantasme sur la signification. Je crois que je vais terminer là-dessus, parce que maintenant je vais développer une histoire à partir de la façon dont on peut analyser un mot d'esprit, par exemple. C'est un mot d'esprit que Freud a pris chez un type qui s'appelle Ernst
Hyacinthe, qui était un comique, qui écrivait des trucs assez drôles, et qui raconte qu'un jour, alors il est là, il est en train de parler, il s'adresse à je sais pas qui, il s'adresse à l'autre, et il dit qu'il a été reçu par le milliardaire Salomon Rothschild, vous voyez, ici. Il raconte ça, il l'a vu, et puis il essaye de faire comprendre aux gens qu'au fond, il est de la famille, en fait. C'est pas par hasard qu'il connaît Salomon Rothschild, alors que lui c'est un pauvre R par rapport à Rothschild qui est très riche, mais enfin c'est une façon de dire on est de la même chapelle tous les deux. Et alors, il raconte que lui, il l'a reçu d'une façon, il raconte la scène, et il l'a reçu d'une façon tout à fait familionnaire. C'est-à-dire qu'il y a un néologisme qui apparaît, hein, familionnaire, et que Freud décompose en termes de familière, millionnaire. Vous voyez, c'est sur cette chaîne, le message passe là comme ça, sur cette chaîne, et vous voyez la décomposition des signifiants du « il m'a traité d'une façon tout à fait familionnaire ». Et Freud insiste beaucoup sur la décomposition de ce terme de familionnaire, qui est un néologisme dans la langue, et qui se lit sur le graphe du désir, vous voyez. Il va voir sur Rothschild, son désir il est pris là-dedans, et ça revient sous cette forme du mot d'esprit. Et familionnaire, il y a milli, c'est-à-dire que milli, ce sont des signifiants de la chaîne signifiante, c'est-à-dire que là, il y a le message qui lui revient de l'autre, qui lui signifie quelque chose, mais au fond, au niveau de l'autre, ce qu'on rencontre, ce sont les signifiants, c'est au niveau du code. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le code de l'autre, vous ne pouvez pas vous adresser à lui. Est-ce que vous comprenez ça un petit peu? Bon, voilà la composition de la chose. Moi, je veux bien commencer à discuter avec vous si vous avez des questions, parce que maintenant, je pense que ce parcours a été accompli et qu'on verra par la suite que c'est relativement pas si compliqué que ça à le comprendre. Hein. Voilà. Alors. Donc il y a la partie comique. Attendez. Faut parler fort parce que. Donc on arrive au comique. Oui. De la situation. Oui. Et. Alors. Enfin, en tous les cas, dans le mot d'esprit, là. Oui. Qui est une déformation de l'inconscient. Hein. Exactement. Et donc, on est dans un processus comique. Voilà, c'est ça. Effectivement, Lacan, il le dit très précisément, il dit que la vie n'est pas tragique, elle est comique. Et elle est comique, c'est encore plus tragique. Voilà. Hein, parce que la tragédie, il y a quelque chose de sérieux. Mais alors, il a un rapport très particulier avec ces histoires de tragédie et de comédie, Lacan. C'est qu'il dit la mise en scène dans l'Antiquité, même maintenant, c'est pour branler le sujet, en gros, les spectateurs. C'est pour leur dire, là, on vous fait une mise en scène, mais c'est pas ça l'intérêt de la tragédie. La tragédie, il faut attraper le texte. Et lui, il raconte que la mise en scène, c'est simplement le décor pour vous attraper, où il y a un chœur dans l'Antiquité qui dit au spectateur, là vous devez rire, là vous devez pleurer. C'est ce qui se passe à la télévision. Je vous ferai remarquer que si vous écoutez l'émission de Ruquier ou d'autres abrutis du même calibre, ben, ils passent leur temps à faire en sorte que le spectateur rit ou ne rit pas en fonction de ce qui se dit. Hein. Et c'est toujours quelque chose de l'ordre du comique. C'est grave, hein, et c'est grave que ce soit toujours comique. Parce que justement, c'est pas si comique que ça. Hein. C'est-à-dire que le vrai comique, c'est quelque chose de grave, hein, très grave. On les voit dans les émissions, c'est toujours de la rigolade, rien n'est pris au sérieux, et en fait, les gens le payent cher, ça. Hein. Voilà, bon. Moi, j'ai pas compris le fait que... Non, je peux parler très fort. J'ai pas compris le fait que chez le névrosé, le fantasme se calque sur la pulsion, ou l'inverse.
Non, non, chez moi j'ai pris l'exemple du névrosé. Chez le névrosé, le fantasme fonctionne comme la pulsion. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce qu'il substitue à l'objet qui serait l'objet de son désir, il substitue ça à une demande de l'autre. C'est pour ça que je dis que ça fonctionne comme la pulsion. Parce que je vous avais expliqué la dernière fois que dans la perversion, les choses sont différentes. Hein. Dans la perversion masochiste, par exemple, sa chère masoch, je vous l'avais expliqué avec Wanda, Wanda est élevée au rang d'être une déesse, et lui se pointe comme étant un simple objet, quoi. Il faut le mal, il faut pas qu'il soit bien traité. Il faut qu'il soit pas bien traité, mais pas trop fort quand même, parce que si on lui casse la gueule, je vous l'avais dit, ça lui plaît pas. C'est trop, il lui dit. Et elle sait pas quoi faire avec ce type-là. Wanda, elle a un type comme ça et qui s'est proposé de la présenter comme une espèce de déesse, et il a de l'argent, c'est lui qui paye tout, hein, il paye tout. Et elle voyage en première classe et lui, il est avec les Cosaques qui se moquent de lui, enfin qui sont sales, il porte les valises, et puis alors il est dans la rue avec les valises pour aller à l'hôtel, et à un moment donné, il ne peut pas se retenir, il est pris d'un fou rire parce qu'il imagine que tout le monde est en train de le regarder, en train de porter les valises. Là, c'est encore tenable pour lui. Mais quand ça commence à aller plus fort avec l'histoire de l'amant, un beau matin, quand même, elle a un amant, elle. Un beau cosaque, elle a un amant, et lui, il veut savoir ce qui se passe quand même, il le sait, mais il veut le savoir quand même, comme font souvent les gens, vous le savez, mais ils veulent aller voir, et quand ils vont voir, c'est toujours l'horreur. Donc, quand on trompe quelqu'un, il faut pas aller voir pourquoi, c'est trop douloureux à savoir. Bon, enfin, toujours est-il qu'il est caché derrière le rideau, puis il bouge. Alors, à un moment donné, le cosaque qui est avec sa maîtresse, sa nouvelle maîtresse, ben, il tire le rideau, il voit le type, il lui casse la gueule, c'est ça que ça veut dire. À lui, après, il voit Wanda, il lui dit, écoute, non, moi je veux bien être comme ça, traité, être ton serviteur, mais je veux pas qu'on me casse la gueule, quoi. C'est de la rigolade, hein. La vie est comique, c'est ça, la vie est comique. Et avec Sade, c'est pareil, dans la philosophie dans le boudoir, on vous décrit des scènes, mais vous pouvez plus écrire des trucs comme ça, hein. Et là, on vous attaque pour obscénité, misogynie et tout le truc, hein. Bon, philosophie dans le boudoir, c'est la mère et la fille qui sont, surtout la mère qui est traitée comme vraiment un sac à je sais pas quoi, hein. Et puis, finalement, Lacan conclut, et c'est vrai que c'est comme ça dans la philosophie dans le boudoir, on s'aperçoit qu'au fond, la mère, elle n'est pas baisée. Elle est toujours interdite. Elle est cousue et c'est pas vrai qu'on peut commettre l'inceste. Là, c'est très important. Parce que l'inceste, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. L'inceste, c'est pas la copulation entre un homme et une femme, entre leur père et la fille. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet de dégâts, ça. J'ai pas dit ça. Hein. Comme il y a eu un film qui avait été fait à l'époque, où le cinéaste, je ne me souviens plus, c'était quelqu'un de connu, qui montrait une scène où un jour, la mère décide de coucher avec son fils, qui est un jeune adolescent, et puis ça se passe très bien. Et ça, c'est des conneries. L'inceste ne repose pas sur l'acte sexuel, même si on appelle ça incestueux, ça repose sur le fait que les signifiants ne sont pas respectés, quoi. Qu'on transgresse les lois du langage, on transgresse les lois du désir, et c'est à ce moment-là que ça va très mal. Alors, il prend l'exemple, Lacan, d'Oedipe. Quand Oedipe, il a été abandonné par Jocaste parce que, effectivement, le devin a expliqué que quand il serait grand, il tuerait son père et il coucherait avec sa mère. Donc, le roi et la reine, il dit on ne peut pas garder ce bébé, donc on va le jeter dans le fleuve. Et puis la mère emmène le gamin, le bébé Oedipe, dans un panier, et puis au dernier moment, elle dit je ne vais quand même pas le noyer quand même. Donc elle attache le panier à une branche d'arbre, et puis elle l'abandonne. Et puis il est trouvé par des gens très modestes, une famille très modeste, qui le récupère et qui l'élève. Alors tout se passe bien pour lui, Oedipe, tout se passe bien pour lui. Et puis, un jour, parce qu'il a des parents adoptifs,
Donc l'histoire de l'adoption, c'est pas anodin. C'est pas anodin, mais en même temps, il y a le passé de l'enfant, qui est quand même là, qui existe. Et on voit surgir actuellement des problèmes avec ça. Alors, je sais pas, quelqu'un passe là, qui est allé consulter l'oracle de Delphes, et qui raconte effectivement l'histoire d'Oedipe qui allait tuer son père et tuer sa mère. Il le raconte à lui. Voilà ce que m'a dit l'oracle te concernant toi. Alors Oedipe, il est complètement paniqué parce qu'il aime ses parents adoptifs et pour ne pas les tuer, il s'en va. Et puis il s'en va et il va vers Athènes comme ça. Et en cours de route, il rencontre le roi qui est dans un espèce de charrette, non pas dans un char, voilà un char. Et puis il se bouscule pour savoir qui va traverser le fleuve le premier. Alors comme Oedipe, il est très costaud et tout, il lui casse la gueule, et il le tue, et puis il traverse le fleuve comme ça, et puis là il a affaire à la Sphinge, qui est la gardienne de la vérité, et qui interroge les nouveaux qui arrivent, et qui mange ceux qui ne sont pas conformes à ce que veut la cité. C'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et alors elle lui pose la question, parce que Oedipe, il a été attaché par un pied dans son panier, et donc il a le pied enflé, ça veut dire ça Oedipe d'ailleurs. Il boite un peu. Et la Sphinge lui pose l'énigme qui est qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi, et le soir sur 3 pattes. Alors lui il répond tout de suite, bah, c'est l'homme quoi. Puisque c'est à lui que ça s'adresse, et donc la Sphinx se jette dans le vide, se tue en bas d'un truc, et ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, la garante de la vérité a disparu. Et puis, Oedipe arrive dans la cité, et puis comme on sait que c'est lui qui a tué le roi, il est reçu par Jocaste. Et Jocaste, justement, elle a compris que c'était son fils. Elle dit rien, elle l'épouse, ils ont des enfants ensemble, et puis évidemment, petit à petit, les placards s'ouvrent, enfin les cadavres qui sont dans les placards sortent, parce qu'on s'aperçoit que cette lignée de rois a fait des choses assez atroces dans le passé, tout ça, et que c'est ça la peste qui apparaît. Hein. Et donc, on finit par accuser Oedipe d'être le responsable de tous ces trucs-là, et il est chassé de la cité. Je ne parle pas de l'histoire du frère et tout ça, c'est trop compliqué. Il va près du temple, là, à l'acropole, et puis à l'acropole, il parle avec un sage, il lui parle de son histoire, et puis il lui dit à un moment donné, mieux aurait voulu ne pas naître. Et puis, il disparaît dans le réel. C'est-à-dire que Oedipe ne meurt pas. Oedipe, c'est pas un mythe, Oedipe, c'est une légende. Alors ça, on lui a donné un statut de mythe, mais c'est plutôt une légende. Et voilà l'histoire. Et n'empêche que, comme Lacan le souligne, il dit qu'après tout, Jocaste, elle a fait des enfants avec son fils, ben, ça se passe bien, ça se passait pas si mal que ça, quoi. C'est pas si grave que ça. N'allez pas dire ça en public maintenant, parce que vous allez vous faire massacrer. Mais voilà, en gros, si vous voulez, dans notre civilisation, à nous, on a oublié la dimension symbolique des rapports entre les êtres humains, c'est-à-dire qu'on est lié par des liens de discours qui sont beaucoup plus prégnants que les autres, que les liens nous chers, simplement. C'est beaucoup plus important. Maintenant, c'est passé un peu au second rang, et bien entendu, maintenant, on accuse d'inceste, des choses comme ça, des choses qui n'ont plus la dimension symbolique que ça avait, et ça, évidemment, ça produit des dégâts. Alors, un enfant, par exemple, un orphelin qui a été abandonné à la naissance, c'est facile pour une femme d'abandonner un enfant. J'entends pas au sens subjectif, mais au sens de la décision. Elle ne veut pas d'enfant parce qu'elle l'a eu, on sait pas trop, elle ne sait même pas trop comment. Maintenant, les orphelins, ben, ils passent toute leur vie à chercher leur mère. De temps en temps, ils la retrouvent parce que les choses peuvent se faire comme ça par le biais de l'administration. Un jour, ils débarquent chez leur mère. Ils disent, t'es ma maman.
Alors vous voyez tous les effets comme ça. Bon, je vous parle de tout ça parce que c'est pour vous dire qu'est-ce que c'est que la dimension de la destinée humaine par rapport au désir qui lui vient de l'autre. Hein. Et rappelez-vous ce que je disais, le désir est indestructible, toujours le même, du début jusqu'à la fin. Voilà, on va rester là-dessus, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Bien entendu, je le reprendrai ce truc-là, mais moi, ce qui compte pour moi, c'est de vous l'avoir déjà inscrit pour pouvoir le réutiliser comme modèle. Hein. Alors, on voit bien de quoi il s'agit. Les mathèmes de Lacan ne sont pas à prendre comme des théorèmes mathématiques, ils sont à prendre comme des lettres qui logent dans le réel à des places différentes et qui permettent un certain repère. C'est un petit peu comme des algorithmes de la science, en gros. Hein. C'est un peu ça la démarche de Lacan. Et la démarche de Lacan jusqu'au nœud borroméen, c'est de suivre les logiques qui ont existé dans l'histoire de l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à l'histoire de Héraclite. L'eau ne repasse jamais deux fois au même endroit. Il faut réfléchir pour dire que ben oui, c'est vrai dans le fond. Alors qu'on a plutôt tendance à penser que l'eau, c'est toujours de l'eau qui passe. Ben non. C'est des phrases comme ça. Et Lacan a, à un moment donné, pris la décision de suivre les logiques mathématiques qu'il a rencontrées pour les pousser à bout et pour mathématiser, comme il l'a dit, mathématiser, ça c'est une mathématisation qui est encore un peu grossière, et c'en est une, qui est une mathématisation du réel pour pouvoir en parler, puisque le réel, c'est l'impossible à dire et à écrire, et pourtant, on l'écrit et on en parle. Voilà. C'est tout ça la démarche de l'enseignement de Lacan, qui est beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer. Il ne faut pas se torturer avec ces trucs-là, c'est des petits repères, c'est des boussoles, quoi, en gros. Et puis il va arriver, par le biais après de la topologie, et il va arriver à son fameux nœud borroméen, que nous on commence à étudier, où on va voir comment il bouleverse tout ce qu'il a dit auparavant, il laisse tomber les choses petit à petit. La question du sujet, qui est très difficile à comprendre, représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas, il va l'identifier à l'individu. C'est dans le séminaire encore. C'est une phrase que personne n'avait lue à l'époque. Le séminaire n'avait pas encore été publié. Et l'individu, quoi? C'est qu'il a un nom propre, qu'il a une histoire, qu'il a un corps, qu'il a des symptômes et qu'il a un inconscient. Et il dit, c'est le même que le sujet du signifiant, mais il ne se superpose pas tout à fait. Voilà. Voilà, c'est des choses comme ça. Et à partir de là, va redémarrer une nouvelle phase de son enseignement, où il va s'appuyer sur la logique du réel, de l'imaginaire et du symbolique, qu'il avait déjà anticipé au début de son enseignement. C'est-à-dire qu'avant de faire son enseignement public à partir de 1953 sur les écrits techniques de Freud qu'il commente, il a écrit un texte qui s'appelle « Le réel, l'imaginaire et le symbolique » et il donne une mathématisation de la cure analytique. RSI, ISR, enfin c'est un truc je sais pas, très long comme ça, il fait une espèce de mathématisation de ce qui se passe dans la cure analytique. Et puis à la fin, avec le nœud borroméen, il a enfin trouvé un outil, un objet qui lui permet de reparler de ça et d'affirmer, mais sans équivoque, que la psychanalyse, c'est une pratique de la parole et que les écrits, on s'en fout. On s'en fout complètement. On parle, et c'est toujours nouveau, et les sujets ont toujours une parole singulière, et effectivement, le dispositif analytique permet, c'est pas le seul, mais permet aux gens de s'y retrouver un petit peu dans ce qui leur arrive dans l'existence. C'est comme ça que moi je vois les choses. Il y a d'autres formes d'expression. Enfin, c'est plus de la philo, c'est pas de la médecine, c'est pas de la psychologie, ce n'est pas de l'anthropologie, ce n'est pas toutes ces matières qu'il a expliquées, très bien. C'est un nouveau discours qui est apparu dans l'histoire et dont Lacan pense que quand même, dans sa confrontation avec le discours capitaliste, donc c'est pour ça que je vous parlerai des discours, eh ben, il est un peu démuni.
Parce que le capitalisme, vous savez ce que ça donne. Hein, rien n'est impossible pour le capitalisme. Dans les autres discours, il y a de l'impossible, c'est-à-dire des points réels où on peut dire non, on peut s'appuyer. Rien n'est impossible, tout est possible, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on est en train de voir que la planète est ravagée et nos vies sont ravagées par la puissance du discours. On ne s'en rend même pas compte. On est pris là-dedans et on a du mal. Voilà, alors Lacan va dire qu'au fond, il le démontrera d'ailleurs, il le démontrera que les autres discours, que ce soit la science, que ce soit ce qu'on appelle le discours d'hystérique, que je vous dirai ce que c'est, que ce soit le discours du maître, ils sont contaminés par le discours capitaliste, alors que la psychanalyse, elle est un peu en décalage par rapport à ça. Évidemment, psychanalystes, on n'est pas nombreux. Hein. Il n'y a pas tellement de psychanalystes au monde. Hein. Nous, de notre point de vue, on pense qu'il y a beaucoup de psychanalystes, mais il n'y en a pas beaucoup des psychanalystes. Et on voit de plus en plus des gens qui se disent psychanalystes qui sont plutôt des psychologues, hein, ou des anthropologues, ou des gens qui font des choses comme ça. Voilà, bien. Des gens pas courageux, parce que Freud et Lacan, ils étaient courageux. Bon. La prochaine date? Hein? La prochaine date? La prochaine date, moi je ne me souviens pas. Vous m'avez envoyé un mail, oui. Vous avez dit le 17 février. Le 17 février, dimanche, voilà. dimanche. Enfin, le 17 février. Mais alors là, je repartirai d'un nouveau pas. Bien sûr, je reviendrai là-dessus, parce que j'ai besoin de me repérer là-dessus. Je vous montrerai là, parce que c'est comment, en lisant rétroactivement, je lis rétroactivement Lacan. C'est-à-dire que je suis de l'autre côté, je reviens dessus. Et vous verrez comment, justement, il construit la théorie des discours. Parce que les discours, il nous les a amenés après mai 68, il les a mis au tableau. Il dit, d'où ça sort ce truc? Et puis plusieurs années après, un jour, il donne la clé du truc. Il faut la trouver dans son enseignement, hein, pour comprendre pourquoi il a fait ça et comment il l'a fait. Donc c'est des choses que je ferai, et ça me permettra de revenir aussi là-dessus, pour montrer comment c'est un truc très solide, ça, quand même. alors justement, je rebondis sur le... Je vais parler fort aussi. Je rebondis sur le mot rétroactif en vous écoutant aujourd'hui. Avant, le sujet barré qui est en bas à droite, c'était pas le sujet barré au premier graphe, c'était autre chose. Et ce que je me disais, quand vous dites, il y a une question qui est adressée au grand autre, qui répond, lui, par une autre question, que veux-tu? Oui. Ça veut dire que la question que veux-tu, elle désigne qu'il y a une question dans la première question, si on va dans ce sens-là, oui, dans le sens de la volonté, mais logiquement, ça veut dire qu'elle attend, elle est là en attente de la question qu'on lui pose. Oui. Ça veut dire qu'une fois qu'on accepte de faire adresse au grand autre, oui, c'est-à-dire de s'adresser à lui et de le reconnaître comme une adresse, il y a une rétroaction, c'est comme ça que je pourrais dire, ça redescend, et à partir de là, ce qui était au point d'origine et qui questionnait devient le sujet barré. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce trait qui conditionne la tenue du graphe. Voilà. C'est comme ça que je le vois ce soir. C'est pour ça qu'au début, on mettait le delta, le sujet du besoin, le chasseur, j'avais pris cette métaphore. En fait, on est sujet barré avant notre naissance. Donc, même, ça va très loin, parce que la naissance d'un sujet, elle est déjà programmée dans sa famille 3 générations avant lui. Ça ne va pas au-delà du grand-père, en principe. Hein. Il faut 3 générations. Il est déjà programmé il est programmé, c'est facile à comprendre, il est programmé dans le discours de la famille. Donc il y a des signifiants privilégiés qui vont dire que, par exemple, ça serait bien que notre fille, le grand-père, il va dire que sa fille, ça serait bien qu'elle épouse, je ne sais pas, un médecin, un ingénieur ou un peintre ou un truc comme ça. Et puis la grand-mère a dit, mais moi j'aimerais bien avoir des petites filles, et puis des trucs comme ça. Alors, comment ça interagit sur le réel biologique? Effectivement, on ne le sait pas bien, on ne le sait pas très bien. On sait que l'homme, c'est un animal qui est prématuré quand il naît, hein, il ne peut pas se mettre debout, il a le grasping simplement pour se tenir un peu et encore, mais pendant les 6 premiers mois, par rapport aux animaux, on est très en retard, on est des prématurés de longue date, hein, on reste longtemps prématuré avant d'acquérir
tout ce qu'il faut, là, les muscles, tout ce qu'il faut pour se tenir debout et commencer à parler ou à entendre les choses. Mais le nourrisson, dans les premières heures, je vous l'avais dit la dernière fois, il sait son nom déjà. Parce que pendant l'accouchement, tout le monde parle de lui. Comment il va s'appeler? Tout de suite on demande. Comme maintenant avec les examens, on sait que ça va être un garçon ou une fille, vous imaginez les programmations des grossesses qui peuvent exister. Vous imaginez, non, nous on ne veut pas de filles, mais on ne veut pas de garçons, des choses comme ça. Avant ça se savait à la naissance, maintenant on le sait dans les premiers mois de la vie de l'enfant. On sait s'il va être mal formé, on sait des choses comme ça. Donc apparaît là l'histoire de l'euthanasie et tout le reste. Tout ça, c'est là, ça commence à se produire. Voilà. L'avenir de la psychanalyse, les gens ils disent oh, la psychanalyse va disparaître. Non, ça ne va pas disparaître. Pourquoi ça disparaîtrait? C'est les analystes qui vont disparaître. Ça c'est possible. Mais la psychanalyse comme discours, ça ne peut pas disparaître, puisque c'est un nouveau discours. Ça va rester, mais il n'y aura peut-être plus pendant quelques temps. Moi des fois je pense ça. Je me dis, putain, mais dans telle école, ils ne sont plus analystes. De quoi ils parlent? De quoi parlent-ils? C'est des sujets assujettis encore plus que dans d'autres professions. C'est quand même bizarre, ça. Et je pense que la psychanalyse, elle perdurera. C'est un nouveau discours qui va tenir, qui tiendra. Il y aura peut-être des périodes où il y aura moins de... ça sera moins prégnant, mais ça restera.